Visa comme un réseau d'abord. C'est d'abord un réseau et les cartes que monsieur tout le monde et madame tout le monde utilise sont des moyens d'accéder à ce réseau. Dans le cadre de l'action de l'État, dans le cadre des opérations de l'administration, ce que nous proposons aux institutions publiques, c'est de créer un outil spécifique pour rapidifier, sécuriser les transactions et les interactions entre l'État et ses administrés. Donc, de façon très claire, dans le cycle de vie d'un citoyen, il naît, ça produit des documents, acte de naissance, acte de mariage, etc., tout le cours de sa vie. Donc, comment est-ce qu'on obtient ces différents documents? On fait des demandes, on fait des requêtes aux institutions qui reviennent avec les artefacts en question. Donc, ce que nous proposons, c'est des plateformes qui mettent toutes ces transactions dans un seul cadre, hyper sécurisé, et qui permettent d'aller plus vite en termes d'interaction. Voilà, vraiment, c'est ce qui est particulier. C'est un gain de temps autant pour l'utilisateur qui veut obtenir son document que pour le gouvernement dans son traitement de dossier. Donc, absolument, absolument. Okay. Non seulement au niveau de l'obtention de documents, mais aussi au niveau de la sécurisation par rapport à tout ce qui est fraude, par rapport à tout ce qui est redondance. Aujourd'hui, Visa s'implique dans des sujets comme l'identité digitale, parce que nous disons que nous voulons digitaliser, mais digitaliser, ça veut dire que nous partons d'un monde physique à un monde immatériel. Le monde immatériel vient avec ses risques. Tout à l'heure, les panélistes parlaient de cybersécurité et assimilés. Comment est-ce qu'on se protège, nous, en tant que citoyens? Comment est-ce que l'État nous protège en tant que citoyens, vu qu'il nous dit que nous allons maintenant sortir du physique pour aller dans l'immatériel? On parlait d'IA, on parlait de supercalculateurs. Ce sont des réalités qui viennent avec leurs menaces et leurs opportunités. Donc, ce que nous proposons vraiment, c'est de mettre en place l'infrastructure, accompagner les États à mettre en place cette infrastructure-là, de sorte que ces changements puissent se faire de façon concrète, rapide et positive pour les administrés. Voilà. Très intéressant. Alors cette année, vous êtes partenaire également de Osiane, une structure, une plateforme aujourd'hui qui veut valoriser le numérique et justement accompagner aussi cette digitalisation à toutes les échelles. Pourquoi est-ce que pour une structure comme Visa, il est important de s'associer à un salon tel que Osiane? Parce que les bonnes choses doivent se savoir. Parce qu'il faut, lorsqu'une initiative est bonne, qu'elle touche un maximum d'interlocuteurs, il faut l'accompagner, il faut l'amplifier, il faut participer. Osiane, pour nous, c'est une opportunité de dire au marché, dire aux acteurs du marché que nous sommes présents de plus d'une façon et que nous entendons aider très concrètement à la digitalisation des États. Voilà. Très intéressant. Alors, vous avez un stand, il me semble. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre stand? Est-ce que, je crois savoir que vous avez des hôtesses, justement. Est-ce qu'on peut adhérer aujourd'hui? Est-ce qu'on a des présentations de services? Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Vous l'avez dit mieux que moi. Visitez notre stand. Il y a une équipe de gens qui sont disponibles et disposés pour répondre à des questions, faciliter les choses, etc. Donner de l'information par rapport à ce que nous savons faire et ce que nous voulons faire. Donc nous vous invitons à apprécier le salon et venir vers nous pour des questions, venir vers nos équipes pour des questions. Merci. On n'y manquera pas. Rendez-vous sur le stand Visa pour découvrir tous les services que nous propose ce partenaire clé. Ravi de vous avoir eu avec nous, Monsieur Iol. On comprend mieux votre stratégie de digitalisation et on voit à quel point on est aligné. Visa et Osiane sont alignés. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'on peut raccompagner Monsieur Iol avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Merci infiniment. Alors on va poursuivre, je le disais, avec une autre discussion. On va parler finalement d'un numérique dans un environnement inclusif, éthique, écologique. C'est vrai que c'est important parce qu'on parle beaucoup effectivement du numérique. On a parlé un petit peu tout à l'heure lors du précédent panel des ressources que nécessite par exemple l'intelligence artificielle. Donc il y a un impact d'un point de vue infrastructure, mais aussi ressources naturelles, des sujets dont on ne parle pas toujours, mais le numérique a également un impact sur l'environnement et un impact donc environnemental, social, économique, etc. Donc parlons-en, parlons de cet environnement numérique inclusif, écologique, éthique que l'on peut créer. Et pour avoir cette discussion, j'y
l'immense plaisir d'inviter plusieurs panélistes. Alors, je vais tout d'abord inviter à me rejoindre sur cette scène Madame Maud Kiolo, experte en publicité digitale et de l'adtech. Sous vos applaudissements, merci d'être avec nous Madame Maud Kiolo. Elle a effectivement une structure basée ici et elle évolue également en Europe dans le domaine du numérique depuis plusieurs années. Merci d'être avec nous. J'invite également l'un des représentants de la SNPC, également partenaire majeur d'Osiane, à savoir Monsieur Aymar Ebiou, chef de projet EcoZamba. Sous vos applaudissements, également conseiller en finance du DG de la SNPC. Merci d'être avec nous, monsieur. On est ravis de vous avoir. J'invite également monsieur Marien Gombe, président des ACC. Alors lui, pareil, hein, il fait le déplacement depuis Paris. Il évolue également à Brazzaville, connu comme étant un acteur incontournable au niveau de la diaspora, un acteur incontournable qu'il s'agisse de numérique, mais également d'industrie culturelle. Merci d'être avec nous, monsieur Marien Gombe. Est-ce qu'on peut l'applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs? J'invite également à me rejoindre monsieur Pierre-Michel Attali, directeur général de SWP. Sous vos applaudissements également, si vous êtes là, vous pouvez nous rejoindre. Et j'invite à me rejoindre également madame Maris Nkoua, DG Centre d'Excellence d'Oyo. Donc également, pareil, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, j'ai également, excusez-moi, monsieur Elias Aïbonoye, DG de la FCU, donc il nous vient du Burundi. N'hésitez pas également à nous rejoindre si vous êtes dans la salle. Alors, on a ce plaisir de pouvoir partager cette conversation. Notre représentant aujourd'hui donc du groupe SNPC va déjà peut-être introduire le sujet via une petite keynote. C'est toujours bien pour contextualiser finalement de quoi parle-t-on, et ensuite on pourra aborder cette conversation avec nos panélistes. Donc on vous laisse la parole. Merci madame. Mes co-panélistes, je suis monsieur Aymar Denmasebio, conseiller du DG de la SNPC et chef de projet d'afforestation EcoZamba. Ici, nous parlons du numérique, de l'inclusion, mais surtout de l'empreinte carbone que dégagent toutes les solutions, les services et les biens qui contribuent au numérique. C'est un sujet très important parce que le numérique actuellement est devenu un secteur qui accélère tous les domaines d'activité, y compris le domaine d'agroforestation. Tout à l'heure, j'en aurai l'occasion de parler. Que ce soit la fabrication de ces outils qui contribuent au numérique, à leur utilisation, il y a une émission de gaz à effet de serre à date. Aujourd'hui, on parlerait dans le monde de près d'environ 4% d'émissions qui sont liés aux biens et services numériques. Donc, c'est quelque chose important pour la vie au quotidien, pour les entreprises, pour la technologie, mais aussi quelque chose qui dégage des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est obligé de faire attention, de travailler pour réduire, aussi bien lors de la fabrication, dans la chaîne de valeur de fabrication, que dans l'utilisation de ces solutions numériques. Voici contextuellement ce pourquoi nous allons discuter avec mes panélistes. Merci, madame. Merci pour cette introduction finalement qui plante le décor de notre sujet. L'idée effectivement c'est de comprendre ces aspects écologiques, leur impact économique et social pour construire un Internet soutenable tout en explorant des innovations afin de réduire l'empreinte carbone, parce que tant qu'à faire on est dans le numérique, on est dans la créativité, on pourrait aussi pourquoi pas créer des solutions qui pourraient justement réduire ces fameuses empreintes carbone et finalement optimiser un numérique éthique. C'est un petit peu le thème de cette conversation. Alors comme ça, de manière générale, par exemple, vous, Madame Kiolo, comment est-ce que vous percevez justement ce sujet, ce paradoxe? On dit que le numérique, c'est l'avenir, c'est des solutions qui facilitent la vie, qui nous permettent d'être beaucoup plus performants, etc. Et paradoxalement, il y a quand même un coût social, il y a quand même un coût écologique, un vrai paradoxe finalement. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais effectivement d'abord reprendre le chiffre qui a été donné pour un petit peu, comme dit l'expression, remettre l'église au centre du village. Donc, effectivement, l'émission, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émission de l'activité, les émissions de gaz à effet de serre de l'activité du numérique, c'est 4%, comme l'a dit le précédent intervenant.
Et cette consommation va doubler d'ici la fin de l'année. Okay? On a beaucoup parlé notamment d'intelligence artificielle pendant les débats. C'est quelque chose, je pense, qui va contribuer à faire et à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et lorsqu'on parle justement de l'activité numérique, il y a trois leviers, 3 points qui justement contribuent à faire que le numérique consomme beaucoup. C'est tout ce qui est production de matériel informatique, d'une part, également tout ce qui est data center, qui produit énormément de gaz à effet de serre, et enfin tout ce qui est services et applications. Quand on a posé ce contexte-là, il est important, lorsqu'on est dans le numérique, de pouvoir se poser la question de comment on peut travailler ensemble pour pouvoir réduire justement l'émission de gaz à effet de serre. Juste pour vous donner une information, lorsqu'on utilise par exemple un ordinateur portable de 2 kg pour le produire, aujourd'hui ça nécessite 600 kg de matière. 600 kg de matière. Le fait quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur et de ce que va consommer en termes d'impact cet ordinateur, on se rend compte que 66% concerne la fabrication et uniquement le reste concerne l'utilisation au quotidien. Okay? Donc il est vraiment important aujourd'hui que toutes les organisations se posent la question, aux bornes de leur activité, de comment réduire ces gaz. Et juste pour préciser aussi que il y a eu l'accord de Paris en 2015. L'ensemble des pays de la zone d'Afrique centrale a signé et ratifié cet accord. Cet accord nous dit que d'ici 2100, nous devons réduire notre consommation, maintenir la température de la Terre à environ 2% de plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et de pouvoir parvenir à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est de dire finalement que ce que je vais émettre, c'est de parvenir à l'équilibre entre ce que j'émets et ce que je vais produire. Donc il est temps de se mettre au travail, il est temps que nous puissions intégrer les problématiques d'éco-responsabilité dans nos stratégies, et on est justement là pour parler de ça et de voir comment on peut faire ça sur le numérique. Voilà. Donc vraiment un sujet d'équilibre hein, finalement. Exactement. En tout cas très pertinent les chiffres que vous avez donnés, on y reviendra, mais ça permet voilà, d'avoir quand même des indicateurs. Monsieur Ngombe, du coup vous, comme ça, de prime abord, finalement l'état des lieux que vous feriez, ce serait lequel en matière de numérique? Pour moi il y a un vrai paradoxe. Il y a un vrai paradoxe. Merci. Merci Sabrina pour la parole. Oui, il y a un vrai paradoxe. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle souvent de cloud et tous ces mots paraissent abstraits. Et pourtant, le numérique, c'est très concret et matériel. Et quand on parle de révolution numérique, c'est bien de s'appesantir sur l'IA. C'est effrayant, les chiffres de l'IA sont vraiment effrayants. L'IA utilise donc du lithium, du nickel, du cobalt pour les batteries, le cuivre pour les data centers. Et il y a des métaux rares qu'on appelle des terres rares qui sont utilisées. Et il y a un chiffre qui est important pour prendre la mesure. La demande en lithium va augmenter de 700%. C'est ahurissant. Donc ça paraît abstrait. Mais pour faire l'état des lieux, parce qu'on est sur l'état des lieux d'abord, c'est important de mettre le Congo à sa place. Il y a des défis qui sont des défis internationaux planétaires. On a parlé de 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Quelle est la part du Congo? C'est marginal. Il y a un vrai problème. Effectivement, on dit aujourd'hui que les data centers, l'empreinte carbone qu'ils ont est plus élevée que l'industrie aéronautique. C'est pour dire à quel point. Avant qu'on parlait d'empreinte carbone, on disait, bon, toi tu voyages beaucoup, tu vas à Dubaï, est-ce que tu as essayé d'évaluer ton empreinte carbone? Donc personnellement, on évalue en fonction de ça. Aujourd'hui, les data, c'est énorme. Hier, on a écouté Jean-Marc Tsakala qui a parlé de 2 data centers qu'on a eu au Congo. C'est très marginal au final. Donc c'est juste ça. Moi, je pense que ce panel, sur ce sujet, c'est bien de lancer un signal d'alerte sur le fait que nous subissons cette révolution. Parce que ça ponctionne la planète de tous ces minerais, de l'énergie, de l'eau. Et donc, nous, on peut prendre des mesures, mais ça sera à la marge. Il faut que les engagements des accords dont elle a parlé soient tenus pour la transition écologique, pour tout ce qui est éco-responsable.
Et au niveau du Congo, on pourra prendre quelques décisions symboliques. Mais l'intérêt, c'est prendre conscience. Parce qu'effectivement, si on ne prend pas conscience aujourd'hui, dans 20 ans, on va le regretter. Il y a des choses à faire sur les e-déchets. Quand nos ordis ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a une politique de recyclage? Est-ce qu'il y a de l'économie circulaire? Après, il y a ce qu'on appelle la sobriété énergétique. C'est-à-dire que oui, ça pollue, l'essence et ainsi de suite. Sauf que dans un pays où on tutoie le délestage comme si c'était un membre de sa famille, on ne peut pas demander à ce qu'on consomme moins d'énergie. C'est aberrant. À Ifondo, on n'a pas d'électricité toute la journée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est consommer mieux notre énergie. Quand un appareil ne fonctionne pas, qu'on l'éteigne, qu'on respecte ce genre de choses. Mais il y a des choses déjà que l'Afrique fait naturellement, comme l'allongement des durées de vie de matériel électronique, on le fait. Nous, on répare les machines, si ça ne marche pas, on répare, ainsi de suite. La seconde main, en tout voilà, cas, la seconde main. C'est des choses qu'on exploite déjà. Déjà, la doxa internationale veut qu'on le fasse. Il y a des choses qu'on fait déjà. Après, il faut voir quels sont nos moyens, qu'est-ce qui a été fait actuellement. Je pourrais revenir sur l'état des lieux, mais pensons par le prisme africain, je dirais congolais, pour être plus précis. Merci, très intéressant également. Du coup, ça nous permet de vraiment rester focalisé sur notre écosystème, même si on est dans des réflexions finalement qui sont mondiales, puisqu'on est tous concernés par ces problématiques. Là où je trouve qu'il y a quand même un paradoxe, et vous me direz ce que vous en pensez, Monsieur Ibiou, c'est que finalement, on doit prendre cette révolution numérique. On ne peut pas y échapper. On est obligé de le faire parce que tout le monde le fait finalement. Et ça peut être juste incroyable pour l'Afrique et pour toutes ces opportunités. Mais en même temps, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Ngombe, ça nous coûte cher en matières premières, en énergie, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre finalement entre développement et préserver finalement nos ressources? Merci, madame. Je pense que la SNPC, en tant que société responsable, on est déjà dans la démarche qualité, la démarche éco-responsable, a déjà commencé à réfléchir et à poser des actions concrètes. Mais les actions de la SNPC procèdent de la stratégie du pays. Le Congo, vous savez, au travers du président de la République, est champion en matière de préservation des écologies et de l'environnement. Au Congo, il y a eu l'organisation de l'ACIAR, la Conférence internationale de la forestation et du reboisement, une activité, une initiative qui a été endossée par les Nations Unies au travers de DAMA. Et donc, et au Congo et par le monde, il y a eu une décennie d'afforestation, décennie mondiale de la forestation. Le Congo, au travers de sa société nationale, donc la Société nationale de pétrole du Congo, a pris déjà des initiatives, mais des initiatives concrètes. La SNPC a signé un bail amphithéotique dans les plateaux de Batéké avec le gouvernement pour des espaces savanicoles de 168 000 hectares de savane, dont 50 000 réservés à la forestation et 118 000 réservés à la protection de la biodiversité qui existe. 50 000 hectares. D'accord? Donc, si je prends, je mets la caricature, 1000 arbres par hectare, on est à 58 millions d'arbres à planter sur 10 ans. C'est ce que la SNPC est en train de faire. Et à date, nous sommes à 4000 hectares déjà plantés. Wow, je pense qu'on peut applaudir cette initiative, et c'est très concret, on le disait, hein, l'idée c'est d'avoir des actions concrètes pour justement, des actions concrètes écologiques pour permettre justement de contrer ces sujets auxquels nous sommes confrontés. Donc c'est une activité, c'est une action concrète, et l'objectif est de pouvoir séquestrer 14 millions de tonnes de CO2, donc faire réellement un puits carbone au travers de ce massif forestier. 14 millions, c'est pas rien, mais c'est sur 30 ans. C'est sur 30 D'accord. ans, d'accord. Donc, la SNPC, ça, c'est une initiative qui va au-delà de la stratégie de la SNPC, parce que 14 millions, c'est au-delà des émissions propres de la SNPC en tant que société pétrolière, mais aussi il y a une démarche qualité pour réduire aussi l'empreinte de l'utilisation du numérique fait par la SNPC, parce qu'on a aussi, on est des petits émetteurs, mais dans la vie, il n'y a pas de petites choses. Donc, tout citoyen, toute société doit participer à cet effort commun, à cet effort mondial de réduction des gaz à effet de serre. Donc, voici ce qui se fait déjà au niveau de la SNPC. Au-delà de ce massif forestier, nous travaillons en accord avec toutes les parties prenantes, personne n'est laissé, les populations autochtones
sont intéressés dans ce projet d'afforestation. Il y a eu ce que nous appelons dans le vocabulaire du milieu un clip qui a été réalisé, donc le consentement libre, informé et préalable de ce peuple autochtone qui a donné son accord pour participer à l'effort du planting qui est fait et de la préservation de l'environnement. Vous savez que les émissions, au-delà du numérique, mais les émissions, quand on brûle les forêts, quand on fait la déforestation, on est en train de contribuer à l'émission des gaz à effet de serre. Et ça, c'est un point important que nous sommes en train de traiter avec les populations autochtones, tout en leur assurant la sécurité alimentaire. Il n'est pas question d'aller prendre leurs terres et de les laisser en difficulté. Donc, il y a un effort qui est fait par la SNPC pour protéger les populations autochtones, mais aussi protéger les populations locales qui participent à cet effort, et un effort aussi économique du développement local au travers de la création des emplois. Donc, voici ce qui se fait par la SNPC pour participer à l'élan mondial de la diminution des gaz à effet de serre. Merci. Merci. Donc, on voit qu'il y a vraiment des actions très concrètes qui sont menées. Après, effectivement, de ce que je retiens de vos états des lieux respectifs, c'est qu'il y a donc cette notion d'effort collectif, mais aussi de responsabilité individuelle. On est tous aujourd'hui à même d'être en mesure, finalement, de mesurer toutes nos émissions. Et il nous appartient à titre personnel également d'être dans une démarche écologique plus responsable. Et c'est là peut-être l'un des plus grands défis, cette prise de conscience individuelle. Maintenant qu'on comprend un peu l'état des lieux, d'après vous, quels sont les plus grands défis aujourd'hui qui nous empêchent de tendre vers ce numérique éthique et écologique? Je pense que les mentalités individuelles comptent beaucoup, qu'il y a un vrai travail peut-être à faire de sensibilisation pour que l'on puisse comprendre, parce que c'est vrai que, je veux dire, dans son quotidien, on n'a pas forcément toujours les bons réflexes. Mais qu'en dites-vous? On peut commencer par vous, Madame Kiolo. Alors, effectivement, la réduction de l'empreinte carbone de tout un chacun, on parle ici de numérique, oui. Mais, dans le cadre d'Osiane, doit impliquer l'ensemble des parties prenantes, en commençant par les autorités de notre pays, mais également le secteur public, les institutions de régulation et également la société civile. Ce que j'aime bien dire lorsque je parle justement d'éco-responsabilité dans le numérique, c'est qu'en fait, on est arrivé à un stade où poser des actions de ce type est un acte citoyen. C'est-à-dire qu'on a une planète, il faut s'en occuper, et effectivement, il peut y avoir des initiatives par-ci, par-là, très intéressantes. Je pense qu'on a énormément de choses à exploiter en Afrique, mais il faut aussi une volonté de réduction. On ne peut pas vivre comme on vit aujourd'hui. À titre d'exemple, je regardais les chiffres d'un think tank à ce sujet, qui était basé aux États-Unis, qui disait qu'aujourd'hui, notre consommation à tout un chacun, on consommait 70% de plus que des ressources en fait que la Terre peut régénérer en un an. C'est-à-dire que on est déjà au-dessus. Ah, et oui. si comme on aspire tous, le continent africain aspire notamment à pouvoir développer son économie, on a parlé d'IA, on a parlé de beaucoup de choses, on estime à 2100 par exemple, parce que tout à l'heure j'ai parlé de 2100, que la population mondiale sera aux alentours de 10 milliards d'habitants. Ça veut dire donc que si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui, si on se développe, parce que c'est quand même notre objectif de nous développer, il faudrait entre 3 et 5 terres pour pouvoir contenir nos usages, notre manière de fonctionner. Et c'est juste pas possible. On ne peut pas. Donc ça va demander à tout à chacun, en commençant par nos autorités, de pouvoir insuffler et de pouvoir pousser des dynamiques qui vont permettre justement de pouvoir intégrer dans notre business, dans notre manière de vivre, dans notre manière de fonctionner, cette démarche éco-responsable. Mais c'est vrai que c'est un discours, le discours qu'on entend beaucoup en réponse justement à ces chiffres qui sont très alarmants, c'est souvent de dire mais attendez, l'Afrique n'a jamais, entre guillemets, abusé des ressources de la Terre. C'est-à-dire que nous, on est encore en train justement de prendre le train de la révolution numérique, etc. C'est un problème mondial aujourd'hui, mais en vrai, c'est pas forcément l'Afrique qui a le plus consommer, entre guillemets, vraiment, et c'est souvent les gens disent ça, disent, mais attendez, quand vous étiez là, vous grillez toutes les ressources de la Terre, nous, on était tranquillement en train d'évoluer, et maintenant, on doit, entre guillemets,
prendre aussi le poids de ce problème qui est mondial. Exactement. On paye un peu le prix et les conséquences des mauvais usages qui ont été faits depuis des générations, en fait. Et c'est en cela, effectivement, que l'Afrique, pour moi, a son rôle à jouer maintenant, en ce moment. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Congo s'inscrit, ou l'Afrique centrale s'inscrit dans le continent africain, et plus globalement, c'est une région de notre planète. Donc aujourd'hui, tout un chacun fait a un impact. On ne vit pas de manière isolée, on ne vit pas dans notre coin, on vit tous ensemble sur une même planète qu'on doit se partager. Donc ce que font les autres aura un impact directement sur nous. Okay. Donc malheureusement, sur ce point-là, on ne peut rien faire. En revanche, lorsqu'on regarde l'Afrique centrale, lorsqu'on regarde notre potentiel, lorsqu'on regarde nos forêts, lorsqu'on regarde notre potentiel hydraulique et plein d'autres choses qui existent, le monde aura besoin des Africains, et en particulier de l'Afrique centrale. Et donc, c'est maintenant que ces stratégies doivent s'écrire. On a parlé notamment pendant Osiane de mutualiser. Et je suis très contente finalement de ce sujet, parce qu'on a parlé beaucoup du quoi, de rattraper notre retard. Il faut qu'on soit présent sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on soit bon également dans les data centers, etc. Mais la question qui se pose aujourd'hui, maintenant, dans ce panel, c'est comment on veut le faire. Comment aujourd'hui on veut être partie prenante de ce qui se passe. Avec une éthique. Avec une éthique, exactement. Et c'est là où l'Afrique peut réaffirmer son leadership et teinter finalement ce qui se passe. C'est intéressant parce que, je vous coupe pas, mais justement on disait qu'on ne peut pas faire du copier-coller, c'est-à-dire que certains pays tout simplement occidentaux ont eu un modèle qui leur a réussi, mais ce n'est pas pour autant que l'Afrique doit avoir la même façon de fonctionner. Mariam, vous souhaitez rebondir peut-être ? Oui, absolument, il fonctionne bien celui-là, super. Alors, moi je suis président d'un cercle de réflexion qui s'appelle les Ateliers Citoyens du Congo. C'est pour bassin du Congo, les mots en leur sens. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a la doxa planétaire, qui, voilà, des mots à la mode, les ODD, tout ça. C'est des mots valises, on met un peu beaucoup de choses dedans, et l'Afrique souvent subit ça. Moi, je suis pour une démarche éco-responsable, mais sans pénaliser nos entrepreneurs, sans qu'on puisse... On a déjà raté la révolution industrielle, que le leapfrog dont on parle, le bond en avant de notre économie grâce au numérique, qu'on ne le loupe pas. Et ce que je dis, les pistes qu'on pourrait avoir, elle le disait Maud, que les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, il y a une question, c'est bien qu'il y ait un représentant de la SNPC à ma droite, c'est le mix énergétique. On peut être éco-responsable en développant l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque, quoi, tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Je sais que la SNPC travaille dessus. Voilà ce sur quoi il faut appuyer. Parce que vous voulez dire quoi à un jeune Congolais qui a un Makoti Poko? Qu'il éteigne sa télé? Qu'il fasse quoi? Qu'il soit éco-responsable, déjà qu'il mange à sa faim. Soyons concrets. Moi, c'est ça le plancher des vaches. Restons concrets. Et le gouvernement doit faire sa part. Il y a des choses qui ont été faites. J'ai appris hier que 300 000 Congolais qui étaient en zone blanche, qui n'avaient pas accès au numérique, ont accès au numérique. C'est très bien. J'ai appris que 25 salles numériques ont été mises dans les établissements scolaires avec des bibliothèques virtuelles. C'est très bien. Mais ne nous en demandez pas trop. Moi, ce que je veux, c'est par contre sensibiliser les Congolais au fait que c'est des sujets qui arrivent et ne subissons pas les choses comme on a pu subir la révolution industrielle et d'autres choses du même genre. Oui, soyons éco-responsables. Moi, je parle beaucoup d'économie circulaire. Ça aussi, c'est pas tout à fait le numérique, mais ça peut apporter des choses dans le sens où des déchets qu'on a ici peuvent servir de compost, de combustible pour d'autres sociétés et ainsi de suite. Donc, ma démarche éco-responsable serait plus sur des secteurs autres que le numérique, bien qu'il faille rappeler le fait qu'il se passe des choses. Le numérique va pas détruire notre planète, mais ponctionner vraiment les ressources planétaires. Et maintenant, que les gouvernements travaillent sur les énergies renouvelables. Je pense que c'est vraiment une piste. Et là, déjà, on va réduire notre impact, notre empreinte carbone. Voilà. Très, très pertinent. Et surtout, ce que je trouve encore plus pertinent, c'est que finalement, sur ce panel, on le dit, hein, il s'agit d'une responsabilité individuelle, mais collective. Donc, on a, avec, par exemple, votre structure, Monsieur Ngombe, les ACC, voilà, une démarche citoyenne. Donc, c'est la société civile qui va s'impliquer dans ces réflexions. On a avec vous, Madame Kiolo, ainsi qu'avec vous, Monsieur Ebiou, des entreprises qui sont déjà dans ces réflexions, qui mettent en œuvre des choses. Alors, est-ce que finalement, nos gouvernements aussi doivent derrière prendre le pli? Mais c'est beau
beau de voir qu'on n'attend pas après le gouvernement. Là, il s'agit vraiment finalement d'une démarche presque personnelle. Et aujourd'hui, on a cette capacité en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, d'avoir aussi cette casquette de dire voilà, on veut consommer différemment, on veut écrire le numérique africain différemment en proposant tout simplement un autre cadre. Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs, pour cet engagement qui est personnel en fait? Oui, je vais rebondir rapidement. Oui, c'est personnel. J'ai tendance à vouloir toujours envoyer la responsabilité au gouvernement. En premier lieu, c'est eux, mais la société civile doit le faire. Parce que c'est un sujet qui est quand même à la croisée de beaucoup de sujets. Les ONG font un travail important sur la sensibilisation, sur la formation. C'est ça le sujet de l'état des lieux aussi. Où est-ce qu'on en est de la formation sur le numérique? Brazzaville, Pointe-Noire, c'est pas le sujet. Il y a Makwa, il y a d'autres villes. Je vais me permettre de donner une anecdote. Je suis de la société civile. En 2023, il y a un article de RFI qui sort qui dit que le centre culturel de Makwa, la jeunesse de Makwa se plaint de ne pas avoir accès à Internet. C'est pas normal. Donc, moi aussi, j'ai ma responsabilité avec mon association. Donc, elle s'appelle Aqua Mosé, qui est membre des ACC aussi. Et ce qu'on a fait, on a pris un abonnement Internet pendant 6 mois à peu près pour cette jeunesse, et on a formé les jeunes, vulgarisation à l'utilisation d'Internet, incitation, formation, ça passera aussi par là. De la même manière qu'il y a une démarche citoyenne pour la prise de conscience, pour l'éco-responsabilité, mais voilà, chacun, là où il est, faire des centres comme ça. Il faut inciter la société civile, les ONG à faire des centres, former les jeunes à l'utilisation. Ça a l'air banal pour le Brazzavillois, mais à l'intérieur du pays, ça apporte. Déjà, c'est un soubassement, et à partir de là, on peut aller plus loin dans la sensibilisation, l'éco-responsabilité et impliquer tout le monde. Une implication collective finalement, et c'est un peu ce qu'Osiane propose depuis maintenant 9 ans, avec à chaque édition des formations, des ateliers aussi pour les jeunes et pour les sensibiliser à l'ensemble de cet écosystème, y compris la donne écologique et éthique. Alors Monsieur Ebiou, est-ce qu'on peut commencer à avoir quelques pistes justement pour optimiser cet Internet écologique? Vous, à la SNPC, de manière très concrète, vous êtes sur plusieurs projets, donc la forestation, c'est ce que vous nous avez expliqué. Est-ce que vous avez d'autres pistes que l'on peut évoquer là aujourd'hui de manière assez générale pour effectivement optimiser un Internet et un numérique sain? Merci encore, madame. J'aimerais rebondir avant de répondre à votre question, à ce qu'a dit monsieur Gombe tout à l'heure, au sujet du mix énergétique. La SNPC, en tant que société publique, est en train de travailler à fond. Au-delà du projet afforestation, on a le projet hydrogène. On est en train de travailler on a des prospects assez intéressants au nord du pays et les équipes sont en train de travailler d'arrache-pied parce que c'est aussi une source d'énergie importante qui va nous permettre de rentrer de plein pied dans la transition énergétique. Il n'est pas question pour nous aujourd'hui d'abandonner le pétrole, c'est la principale ressource du pays, mais il faut travailler déjà dans la réduction des émissions, travailler dans la transition, aller vers d'autres types d'énergie, des énergies propres. Le pays, on a des capacités, on a un réseau hydraulique très important, donc on peut développer des barrages hydroélectriques, on a le soleil, on peut développer l'énergie solaire et d'autres types d'énergie, notamment l'hydrogène vert et l'hydrogène naturel. Pour répondre concrètement à ce que vous avez posé comme question, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a tous dit ici, il y a une démarche d'abord éco-responsable. Mais pour y arriver, il faut de la pédagogie et de la formation. Et l'Afrique et le Congo en particulier, on a un vivier, un potentiel important à ne pas négliger, c'est notre jeunesse. Il faut travailler, miser sur la jeunesse. C'est le dividende de demain. Si nous voulons maîtriser, on a parlé de l'IA, on a dit qu'il faut aller de l'avant. Mais il faut aller de l'avant avec la jeunesse. Or, la jeunesse a besoin d'être informée et formée. Il faut former la jeunesse, il faut informer la jeunesse pour que la jeunesse prenne en main le numérique et commence à travailler et à devenir éco-responsable. S'il n'y a pas d'information, on a parlé de Makwa, on va parler de Kakamweka, on va parler de Betou, quelqu'un qui fait la déforestation pour subsister, s'il n'a pas d'information, il ne va jamais s'arrêter. Et s'il continue à le faire, il est en train de contribuer à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, même le numérique peut nous permettre de créer des plateformes participatives, plateformes d'information pour intégrer
et les populations autochtones et les communautés locales pour pouvoir avancer vers le numérique éthique, le numérique sain. Nous ne devons pas aussi oublier un autre aspect du numérique. Ça rend malade. Personne n'en parle. D'un point de vue addictif, c'est ça? D'un point de vue santé publique. D'accord. Et il faut aussi préparer nos enfants, expliquer nos enfants Au risque finalement. Et je rebondis sur ce que vous dites, Monsieur Ebiou, parce que en même temps, aujourd'hui, c'est la journée de la jeunesse. Et sachez qu'il se tient en salle principale le Moana Web. Chaque année, Osiane laisse une tribune justement pour les enfants et pour tout simplement sensibiliser nos enfants à leur utilisation de l'Internet, qui peut être très dangereux, effectivement. Exactement. L'exposition de nos enfants à ces appareils qui dégagent les rend malades aussi. Et personne ne peut évaluer cela. Et ça peut devenir un problème, un sujet de santé publique qui va devenir un gouffre à sous pour un État. Et si c'est la même population sur laquelle nous misons pour notre développement qui tombe encore malade, on aura raté le coche. Donc c'est un sujet important à ne pas oublier dans nos réflexions au sujet du numérique. Très intéressant, effectivement, cette capacité, en tout cas, à pouvoir aussi protéger nos enfants du numérique, parce qu'effectivement, mais je pense qu'on n'a pas encore assez de recul aujourd'hui. Ça va tellement vite finalement. On n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir se dire, ah voilà les effets positifs, voilà effectivement les risques qu'on aurait pu ou dû éviter. Et je pense que c'est un peu nous, hein, on est un peu des éclaireurs sur le chemin avec toutes ces réflexions que l'on a avec des plateformes comme Osiane, justement pour se questionner ensemble et essayer de trouver aussi voilà, de quoi se préserver et créer. Marianne, vous vouliez... C'est gentil. Et rien de particulier. Mais on le voit déjà sur le taux de concentration des jeunes. Ouais. Comment le taux de concentration à l'école baisse. Les instituteurs le voient, que le numérique commence à faire des dégâts. Et j'allais dire, après, il y a un cercle vertueux sur le numérique qui peut être intéressant. Il a évoqué, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des plateformes, sur des applications qui sensibilisent sur le numérique. Vraiment un cercle vertueux. Donc, utiliser le numérique pour parler du numérique, pour sensibiliser. D'accord. Et oui, c'est un numérique social, un numérique inclusif. Il faut peut-être aussi encourager les startups qui sont dans ça, qui sont dans l'éducation sur le numérique. Et ce serait un cercle vertueux. Et c'est important effectivement parce qu'on ne mesure pas encore les dégâts. On verra dans quelques années, mais effectivement, c'est très sérieux. Alors Maud, est-ce que vous aviez aussi quelques pistes à nous proposer justement pour tendre vers ce numérique inclusif, écologique, éthique? Et puis après cela, bien sûr, on passera à notre phase questions-réponses. Je sais que vous avez plein de questions à poser et nos experts pourront y répondre. Je vous en prie. Alors, c'est vrai que dans ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup évolué dans les télécoms. J'ai passé plus de 15 ans dans les télécoms. Chez un opérateur qui était le premier du pays dans lequel j'étais. Et la partie digitale, puisque j'étais notamment dans la publicité digitale, était une activité très énergivore, puisque tout se fait par des serveurs. La publicité digitale, c'est des technologies qui se parlent entre elles, qui font appel à des serveurs, qui font appel à des contenus très lourds, notamment lorsqu'on parle du streaming. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui regardons des vidéos sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation aujourd'hui mondiale du streaming représente à peu près 300, je crois, millions de tonnes de CO2, ce qui équivaut à peu près à 35 millions de tours du monde en voiture. Il est important, en fait, pourquoi je donne ces chiffres? Parce qu'il est important de se rendre compte. Et ça, c'est juste le numérique. Il y a d'autres industries qui polluent, mais le numérique, effectivement, on parle du numérique. Moi, je viens des télécoms, donc du coup, on a mis en place une démarche qu'on a appelée Green by Design, où l'objectif, justement, était de pouvoir être force de proposition sur notre marché, de pouvoir apporter de la clarté, parce que lorsqu'on parle de qu'est-ce qu'on fait, mais la première chose, c'est de se poser la question de savoir, mais comment mon activité, moi, à mon niveau, je pollue. Donc ça pose la question de faire ce qu'on appelle des bilans carbone. C'est un diagnostic que chaque chaque entreprise peut faire. Exactement, qu'une entreprise peut faire pour savoir à un instant T combien je consomme. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde toutes les activités, c'est vrai qu'on parle du numérique, mais on a parlé effectivement de la SNPC, on a parlé d'autres activités, etc.
Donc, je pense que le commencement, c'est de savoir, à mon échelle, à mon niveau, puisqu'on a bien dit que l'impact, ça concernait tout le monde, hein, Oui. c'est combien on consomme. Et cet outil du coup de diagnostic, il est disponible, c'est-à-dire Alors, qu'aujourd'hui, Alors, c'est du conseil. Hein, alors, d'accord, faites ça appel à c'est des choses en tout cas c'est que des gens- vous Oui, pouvez effectivement, également on peut accompagner, proposer effectivement, en Dans accompagnement. le cadre effectivement de mon cabinet Zola, on peut accompagner effectivement à cette démarche éco-responsable, de mettre en place une démarche éco-responsable qui va passer d'abord par effectivement de faire un point, un bilan carbone de notre activité. Parce que derrière, s'il faut prendre des mesures, s'il faut réduire ou il faut faire d'autres choses, il faut savoir d'où on part. Et ensuite, parce qu'on n'est pas seul, encore une fois, une entreprise, il y a des parties prenantes, il y a des partenaires, il y a des clients, il y a voilà, il y a tout un tas de personnes autour de nous. C'est de savoir aussi, c'est d'interroger ces parties prenantes pour savoir comment ensemble Mutualiser. Voilà, comment ensemble on travaille sur ces questions-là. Et lorsque nous avons fait ce travail-là, on a décidé d'aller plus loin. Parce que lorsque vous faites des campagnes de publicité sur le web, vous devez donner des bilans de campagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un annonceur, lorsqu'il vient, il achète de la visibilité et ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que j'ai bien été visible quand je fais de la pub digitale en passant par vous. Alors on peut se dire pourquoi un opérateur et publicité digitale, il faut que je le précise. C'est-à-dire que les opérateurs, effectivement, vendent de la voix, de la data, de la connectivité, hein, c'est ce qui permet voilà, de pouvoir passer nos coups de fil, de pouvoir aller sur Internet, etc. Mais un opérateur aussi détient, a une présence sur Internet. Et nous, on touchait 25 millions de personnes. Oui. Donc finalement, vous étiez... voilà, 25 millions de personnes par mois. Et finalement, on a transformé notre trafic Internet comme étant une source de revenus pour nous. Complètement. Voilà, par rapport à nos abonnés. Et donc, on a monétisé cette audience justement de notre site propriétaire opérateur. C'est comme ça qu'on a pu justement développer cette activité-là. Et donc, pour revenir à ce que je disais, lorsqu'on a fait le bilan carbone, lorsqu'on a interrogé nos parties prenantes, on s'est dit qu'on va aller plus loin. On va permettre à notre écosystème, on va apporter de la valeur et on va leur dire combien leurs campagnes publicitaires qui passent sur nos réseaux ont impacté en termes d'équivalent carbone. Donc, on apportait de la valeur au réseau, à nos clients, pour qu'eux-mêmes puissent se rendre compte de l'impact de leur campagne. Donc finalement, c'est de la sensibilisation par la prise de conscience, en fait. Exactement, on a fait de la sensibilisation. Et le dernier point pour nous, et c'est là qu'il faut qu'on arrive, c'est de réduire cet impact. Effectivement, on peut avoir des solutions alternatives. On est très équipés, on a une bonne position ici en Afrique centrale, effectivement, pour pouvoir finalement arriver à cette compensation dont je parlais tout à l'heure. Oui. Elle ne servira pas que pour nous Congolais, mais elle servira, je pense, pour l'ensemble des parties prenantes et des pays mondiaux qui ont besoin de l'Afrique, comme je le disais. Mais ce qu'il faut qu'on essaye de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est de réduire notre impact carbone. Et donc, on a été jusqu'à designer des offres qui, par leur design et leur construction, émettaient moins de carbone. Donc, la question qu'il faut se poser pour les entreprises qui sont ici présentes dans l'audience, c'est comment, quand je gagne de l'argent, je peux mettre en place un business model, je peux mettre en place des offres qui répondent aux besoins de mes clients, qui vont, par essence, apporter leur contribution en limitant l'empreinte carbone. Donc ça, c'est un travail que chacun doit faire pour pouvoir le faire. Mais là, c'est en tout cas, merci pour cette piste, parce que je trouve ça très intéressant en tant qu'experte, de toute façon, avec votre cabinet Zola. D'ailleurs, vous avez un stand à l'espace Viso. N'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir au plus près les activités proposées par Madame Kiolo, mais notamment ce diagnostic, parce que honnêtement, moi, ça me paraît très abstrait. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je me rends pas compte en fait de ce que je peux émettre. Et là, le fait d'avoir des diagnostics adaptés de manière individuelle ou pour les structures, les entreprises, pour derrière utiliser ces informations comme pourquoi pas un argument même commercial, en disant bon bah voilà, sachez que on émet moins, ou enfin, en tout cas il y a une matière à exploiter déjà par le diagnostic que vous proposez, et en tout cas ça peut être une piste très intéressante à exploiter. Monsieur Ebiou, avant de passer aux questions-réponses. Oui, merci. En fait, ce que ma collègue ici disait, ne fait que confirmer que la SNPC a pris la bonne voie. je m'en réjouis d'ailleurs, parce que dans la stratégie de décarbonation de la SNPC, on a prévu et on a déjà lancé le bilan carbone.
Donc c'est une première étape à faire. On est en train de lancer, c'est beaucoup d'activités. La SNPC, c'est un grand groupe qui a 6 filiales, plus une holding et une fondation. Donc le processus du bilan carbone a été fait. L'objectif, c'est d'aller vers la neutralité carbone, la neutralité au travers de notre projet d'afforestation de 50 000 hectares. Ça, c'est quelque chose que la SNPC a commencé à faire, mais je voudrais aussi inviter, jusque-là nous parlons de projets d'afforestation, 50 000 hectares, sur une superficie de 168 000 dans 118 000 hectares réservés à la conservation de la biodiversité. Ça paraît abstrait, mais nous avons un stand ici où on parle du numérique, on parle de la réduction de l'empreinte carbone, on a mené nos casques de réalité virtuelle. Ça ne sert à rien de brûler du carburant pour aller en Go voir ce que la SNPC est en train de faire. Ici, sur le site, si vous allez à notre stand, vous avez la possibilité de vous immerger dans ce qui se fait à Ngo, à la périphérie de Djambala et à la périphérie de Mpuya. Donc, au travers des casques de réalité virtuelle, vous aurez des images en 3D. Ça vous donne l'impression que vous êtes sur le site. Vous êtes sur place, et vous regardez 360 degrés. Je vois que vous souriez. Apparemment, vous avez déjà été là-bas. D'ailleurs, je salue le travail que vous avez fait pour votre stand. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous avez été y faire un tour. En hauteur, avec effectivement beaucoup de belles matières, beaucoup de bois. Donc, ça rentre complètement dans cette lignée par rapport à la forestation et à votre projet. On salue d'ailleurs le travail de Madame Noélie qui a fait un très bon travail. Mais allez y faire un petit tour. C'est impressionnant justement cette expérience immersive que vous proposez. Et surtout, voilà, ce sujet qui est donc le bilan, le diagnostic, très pertinent à titre personnel, mais aussi pour des organisations telles que la vôtre. Alors, chers panélistes, ne bougez pas, on a plein de questions à vous poser. On va pouvoir aussi laisser la place à notre audience qui souhaite, pourquoi pas, participer à cette discussion juste très intéressante. Est-ce qu'on a des questions, mesdames et messieurs? Alors, on en a une première, une deuxième. Est-ce que je peux avoir quelqu'un, s'il vous plaît, pour le... Ah voilà, on a un micro, je vous en prie. On va prendre les questions, si vous pouviez être concis. Comme ça, on va pouvoir y répondre d'un seul coup. Merci. Je vous en prie, allumez le micro. Ok, je tiens particulièrement à remercier les experts qui ont défendu avec grand courage leur thématique, parce que parler de numérique, écologie et inclusive, je pense que ce sont des termes qui sont assez paradoxaux. Je vais le dire comme ça. Nous avons les propos de, je cite, The Cheat Project, qui disait en 2019 que 4% des émissions à gaz à effet de serre sont sources du numérique. Mais nous n'oublions pas l'Agence pour la transition écologique qui dit que 80% de l'impact environnemental d'un smartphone est lié à sa fabrication. On parle de 80% de l'impact environnemental d'un smartphone qui est lié à sa fabrication. Mais je pense que quand on parle d'un numérique éthique et écologique, nous nous basons beaucoup sur la consommation, mais nous minimisons la fabrication. Derrière l'utilisation de nos smartphones, nous avons l'extraction des matériaux comme le cobalt, le coltan, le lithium. Oui, on en parlait. Monsieur Ngombe, justement, avait listé quelques-unes de ces matières. Donc, c'est très pertinent de le rappeler. Alors, est-ce qu'on peut aller à l'essentiel de la question? Parfait. Et bravo pour vos chiffres que vous mettez en perspective aussi. C'est intéressant de voir que cette jeunesse s'intéresse aussi de près à cet environnement, à cet écosystème. Donc, votre question, s'il vous plaît, monsieur Parfait. Merci. Et donc, des terres rares. Je venais à cela pour rappeler que cette extraction est des fois faite dans des conditions inhumaines. Donc, après ça, j'aimerais dire, avec tout ça, peut-on parler vraiment d'un numérique éthique? Est-ce que c'est possible? C'est ça que vous voulez dire finalement quand on pense à ces conditions d'extraction? Alors, on va peut-être répondre à cette question avant de passer à la suite. Qui souhaite rebondir? C'est une grande question. C'est une grande question. Et en fait, on est à la confluence de nombreux sujets. Parce que quand on parle même de numérique, certains parlent de guerre froide, dans le sens où la raréfaction de certains minerais, de certains métaux, fait qu'il y a une guerre déjà qui ne dit pas son nom.
Et le président américain le montre bien quand il s'intéresse à certaines régions d'Ukraine et de Russie, c'est par rapport au sous-sol et à ces terres rares, ces métaux qu'on appelle terres rares. Donc oui, malheureusement, on a dans un monde où l'homo economicus règne en roi, l'intérêt guide l'homme. Derrière ce discours de bien, d'humaniste, soyons éco-responsables, il y a une réalité. Les pays occidentaux, le business, ils sont là pour maximiser le profit et rien d'autre. Il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est pour ça que quand moi je parle de numérique éco-responsable, c'est la partie inclusive qui m'intéresse vraiment. Que tout le monde ait accès, que tout le monde puisse s'en servir pour créer de la richesse. Parce que le sujet que vous abordez, c'est un sujet hautement politique. On sait ce qui se passe en RDC, c'est le DRC Day hier. On sait ce qui se passe même au Mozambique, on ne le dit pas assez. De nombreux pays, oui, on essaie de... C'est pour ça que quand on parlait de l'impact carbone, c'est bien de mettre en place des normes. La normalisation, c'est important. Même pour les entreprises, les PME, TPE congolaises, s'il y a des normes écologiques, c'est bien. Comment mettre les normes pour que ça fonctionne? Il faut des mesures peut-être incitatives. Il faut que si on a telle norme éco-responsable, peut-être qu'il y a un allègement fiscal, je ne sais pas, pour inviter à avoir ce numérique éthique. Et après, on peut aussi dire que les TPE ou les PME qui veulent chercher des financements, des bailleurs de fonds, beaucoup sont sensibles aux démarches éco-responsables. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que pour inciter les gens, il faut donner un intérêt économique. Sinon, ça sera des discussions de salon. Merci. Maud, vous souhaitiez réagir également rapidement? Oui, j'aime beaucoup mon ami Marien, mais je suis pas tout à fait Ça commence, d'accord. quand on dit ça, ça finit mal après. Pas tout à fait d'accord. Bon. C'est mon ami Maud aussi. Partiellement d'accord. Donc pour répondre à ce que vous disiez, effectivement, c'était l'introduction, quand je parlais notamment de la production d'un ordinateur de 2 kg qui nécessite 600 kg de matière. Et effectivement, alors les chiffres que j'avais, moi, c'était plutôt 65% de l'impact, en fait, est lié à la fabrication. Mais bon, en fonction des sources, ça peut varier. Alors justement, quand on parle d'éco-responsabilité, nous sommes la preuve, je suis la preuve, parce que j'ai contribué à ça, que les entreprises peuvent réellement, au-delà de ce qu'on appelle le greenwashing, de dire je fais des choses, etc. Oui, voilà, parce que rappelons-le aussi que beaucoup d'entreprises utilisent ces sujets comme des arguments commerciaux. Exactement. Et en fait, il ne se passe rien du tout derrière. Exactement. Il est possible de le faire. C'est-à-dire, effectivement, là où je suis d'accord, c'est que lorsqu'il parle effectivement d'inclusivité et de tout ce qu'on peut faire, notamment auprès des jeunes, etc., mais c'est une injonction. Je suis là aussi pour passer des messages à titre personnel en tant qu'habitante de la Terre. C'est une injonction que nous n'avons plus le choix. Quand je parlais tout à l'heure de 3-5 planètes pour qu'on puisse contenir tous nos usages, nous n'avons plus le choix. Donc à un moment donné, si on ne fait rien, les catastrophes qu'on aura, le Dieu qui augmente, qui vient recouvrir toutes nos terres, les maladies qui pourra y avoir, le fait qu'effectivement ça chauffe trop fort et que nos plantations, l'agriculture notamment, l'impact il est vraiment à toutes les échelles. On sera dans l'obligation de faire quelque chose. Donc le message que je veux passer pour répondre notamment à la question, c'est que ça concerne l'ensemble des parties prenantes. Effectivement, aujourd'hui c'est peut-être un rêve doux, mais nous devons travailler, et quand il y a des plateformes comme Oceane, c'est aussi là pour rappeler cela et de voir, parce qu'on a beaucoup parlé de mutualisation depuis hier, comment on travaille ensemble pour pouvoir construire et façonner l'Afrique qu'on veut. Et ça nous appartient à nous, Africains. Voilà. Merci, Monsieur Ebiou. Vous souhaitiez également répondre à cette question? Rebondir à ce que mes collègues viennent de dire. C'est un sujet très important. Les gouvernants et la société civile devaient travailler de concert pour faire avancer le sujet. D'accord? Il y a ce qui est dit et il y a la réalité sur le terrain. Mais ce que vient de dire ma collègue est une réalité. Au Congo, on a maintenant des inondations. Ça ne pardonne pas. Il y a un impact, on sent il y a déjà un impact l'impact, que l'on sent. Donc, il faut travailler. Si, par exemple, pour le bois est tracé, d'accord? Aujourd'hui, un bois qui arrive en Occident, on peut vous dire de quelle forêt ce bois a été coupé. D'accord. Le diamant est tracé. Le pétrole est tracé. Donc, au niveau international, au niveau régional, au niveau des pays, on peut mettre des mécanismes, d'accord, pour pouvoir tracer tous les matériaux qui contribuent à la production du numérique. Et les ONG peuvent aussi donner de la main d'association
pour pouvoir faire avancer cette cause le plus rapidement, pour éviter que, à la fois que nous ayons ce paradoxe, qu'il y ait des enfants dans les mines, alors que les smartphones sont utilisés. Et les mêmes smartphones nous utilisons. Mais c'est un voisin qui a été dans la mine pour faire sortir les matériaux. Donc, on peut travailler avec les gouvernants, on peut travailler avec la société civile, on peut travailler avec les organismes pour faire avancer cette cause, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ou on le fait, ou on crève. Merci pour... en 2 mots, vous souhaitiez rebondir en sachant qu'on deux a mots, c'est d'autres même trop. questions. Nos Moi- experts se déchaînent. Je vous Oui. l'avais dit qu'on a, on a la Moi, chance d'avoir des j'ai aimé ce qu'a experts. dit le représentant de la SNPC, c'est important. Travailler avec les gouvernements de la société civile. Et ça, c'est le rôle, je vois aux Osiane beaucoup de fondations, et à la fondation SNPC aussi. Ce serait bien qu'il y ait des engagements de ces sociétés-là vis-à-vis des ONG. Il en existe au Congo, je pense à Butterfly, je pense à d'autres ONG qui font un travail monstre en termes de recyclage, en termes de sensibilisation. Il faudrait, parce que en fait, c'est ces sociétés qui portent l'économie congolaise et qui peuvent vraiment donner matière, donner des financements, c'est marginal par rapport à ce que les sociétés gagnent, pour que les ONG fonctionnent. Donc, comme moi je n'aime pas les discussions de salon, je vois quelqu'un membre de la SNPC ici, que je taquine avec sourire, c'est bien que vraiment que ce soit traduit par des faits, qu'on soutienne les ONG. Vraiment. Et j'abonde dans son sens, forcément. Merci. Alors, on va prendre une autre question. On a déjà le micro. On vous écoute. Alors, bonjour. Je suis Bwende Rudi, je suis congolais et panafricaniste. Je milite pour surtout le développement de l'homme noir et de l'homme africain. Alors, à vous entendre parler, surtout Madame Kyolo, j'aurais une question pour vous particulière. Est-ce que votre discours ne serait pas un discours surtout congolaise comparée à la pollution numérique américaine, européenne ou asiatique? Alors, je ne sais pas si on a déjà, si ces données existent de manière si spécifique, parce qu'on est quand même sur un sujet. Excusez-moi. Je sais pas si ces données que vous souhaitez obtenir sont aujourd'hui disponibles de manière alors- si spécifique. Oh. Mais en tout cas, si c'est le cas, bien entendu, on se fera un plaisir de vous les donner. Je vous en prie. Mais c'était plus, si vous voulez, je vais vous laisser la parole, Madame Kyolo, mais c'était plus dans cette sensibilisation mondiale auquel nous, aujourd'hui, on mesure déjà ici au Congo l'impact du réchauffement planétaire, l'impact de cette surconsommation des ressources, en fait. C'était plus dans ce sens-là, mais je vais vous laisser y répondre. Merci pour votre question. On va y répondre et ensuite, on va donner la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on doit malheureusement clôturer le panel. Mais Madame Kyolo a un stand. Vous pourrez aussi lui parler à l'espace Viso en direct. Je vous en prie. Oui, effectivement, on peut en discuter juste après ce panel même. Alors, je vous rassure sur le fait que je suis également panafricaniste. J'aime le Congo, j'aime mon pays, et je ne suis pas pour la réduction de quoi que ce soit, comme vous l'avez dit. Je parle juste d'un constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo ne vit pas en autarcie. Le Congo, je veux dire, il n'y a pas des barrières à la frontière du Congo. C'est-à-dire que aujourd'hui, les missions et les conséquences qui se font ailleurs viennent impacter le Congo. Donc à un moment donné, si vous voulez, il convient de revoir en fait et de ne pas faire les erreurs qui ont peut-être été faites dans d'autres pays. Donc la problématique, elle n'est pas au niveau d'un pays, elle est au niveau mondial. Donc les statistiques dont vous demandez, effectivement, on ne peut pas les donner. Et d'ailleurs, si on doit donner des statistiques, alors c'est vrai qu'on manque de data notamment dans nos pays, il faudrait peut-être qu'on travaille sur ça, mais aujourd'hui on dispose de statistiques mondiales et on peut déjà quantifier, on pourra en parler après, on peut déjà quantifier l'impact. Je veux dire, j'ai pas besoin à un moment donné, quand je regarde et que je vois ma parcelle inondée, en plus ça a été le cas,
il n'y a pas longtemps, je vois déjà les conséquences. Donc, ce que je veux dire en gros, tout simplement, c'est que la réponse doit être commune. Elle ne pourra pas être individuelle et elle doit s'écrire avec les Africains, avec l'ensemble des habitants de la Terre, mais nous avons, nous, la possibilité de faire différemment, en fait. Parce que, justement, on n'est pas arrivé à un stade, je veux dire, entre guillemets, de croissance et de développement qu'on peut connaître dans d'autres nations. Donc, aujourd'hui, on peut écrire l'histoire. OK? Parce que si on copie, comme je disais tout à l'heure, si on copie ce qui a été fait par les autres, c'est 5 terres dont on aura besoin. Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et c'est ça dont je voulais parler. Réaction, allez-y. Ok. Non, mais je comprends ce que vous dites. Et moi, mon positionnement, vous avez vu dans le panel, est un peu dans votre sens. Mais attention, les effets sont réels. Il y a des familles déplacées, il y a des déserts qui prennent davantage de place. C'est vraiment réel. Maintenant, la solution aurait été de réfléchir sur une économie verte ou une économie bleue, en fonction de nos ressources hydrauliques, en fonction de nos ressources halieutiques, une économie verte pour comment... L'idée, ce n'est pas mettre un coup d'arrêt à l'économie africaine, mais pensons différemment. Et elle a raison sur ça, pensons différemment, mais sans pénaliser notre développement, mais il y a moyen d'aller sur une économie verte. Et c'est des sujets qui ont déjà été évoqués ici par nos gouvernements, et voilà, il faut faire différemment. On n'aura pas le choix de toute façon, la planète n'a pas assez de ressources. C'est ce qu'elle disait, et l'équilibre au niveau de la planète, c'est dans les années 80. Depuis les années 80, on est déjà en déséquilibre. On consomme plus que la planète ne peut produire. Donc, à un moment donné, si on ne pense pas à nous, pensons à nos petits-enfants, ainsi de suite. Vous êtes africain, vous êtes bantou, vous comprenez que la filiation, c'est important, si ça vous touche ça. Et donc, si ça fait écho en vous, alors je pense que l'engagement pour un numérique responsable doit faire écho en vous également. Merci pour ces réactions. Monsieur Ebiou, vous souhaitiez réagir ou pas particulièrement? Écoutez, ça a été un échange très intéressant. On a effectivement même dépassé notre temps. Puisqu'il y a juste après un autre panel qui va nous suivre. Je voulais vraiment sincèrement remercier chaleureusement nos experts. Je parle bien d'expertise parce que c'était pas juste une conversation, c'était vraiment des données et ça passe aussi par là, la sensibilisation. J'espère que vous avez pris des notes, mesdames et messieurs, mais je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Nous avions monsieur Marien Gombe, monsieur Ebiou en représentation de la SNPC et madame Kiolo Maud qui a d'ailleurs un stand pour son cabinet, donc qui est au niveau du Viso. Avant de partir, chers panélistes, on va faire une petite photo de famille. Et ensuite, c'est Linda Kabongo qui va prendre le micro pour son panel, toujours un sujet tout aussi intéressant. Alors voilà, je vous en prie, est-ce que nos photographes officiels peuvent se présenter pour cette petite photo de famille ?